Bah écoutez, il y a un derby la semaine prochaine, donc vous aurez déjà une partie de la réponse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que celle qui est armée, celle qui est programmée pour le titre en Italie, c'est l'Inter. C'est l'Inter parce qu'elle assume ce statut de vouloir gagner le titre, de vouloir détrôner la Juve. Elle a terminé à 1 point la saison dernière. Alors la Juve à la fin, Ouais. c'est vrai, était un peu dilettante, mais l'Inter a terminé à 1 point. Mais c'est vrai que sur le papier, l'Inter assume ce statut de je veux gagner le titre. Et il y a un élément fondamental dans ce discours, c'est que l'Inter n'a plus que le Scudetto à jouer. Il y a la Coupe d'Italie aussi. On verra bien ce qu'ils font lors du match retour contre la Juve, mais ils sont éliminés de toutes les compétitions européennes. Ils ont terminé 4e de l'Europe en Ligue des Champions, alors que Milan, qui joue probablement mieux que l'Inter aujourd'hui, va avoir l'Europa League à jouer et le championnat. Donc on sait très bien que, par exemple, la semaine prochaine, je te prends un exemple, Romain, avant le derby, le jeudi, Milan va se rendre, va jouer l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, tu as un déplacement à faire, tu reviens à Milan, tu as le derby le dimanche. Donc voilà, c'est ce genre de nouvel élément, de nouveaux statuts qu'il va falloir surveiller. Mais disons que sur le papier, l'Inter est plus armé. Par contre, quand on voit sur le terrain, au niveau du jeu, c'est vrai que Milan est très plaisant. Il y a un joueur devant qui s'appelle Zlatan Ibrahimovic qui a marqué 14 buts en 11 matchs, qui a une moyenne de 1,7 buts par match. Donc bon, sur le papier, tout est ouvert. Mais disons que clairement, l'Inter aujourd'hui a quasiment l'obligation de gagner le titre parce que quand tu te fais éliminer comme ça des compétitions européennes, j'ai envie de te dire, Conte doit gagner le titre parce que lui aussi, il a un gros salaire. Il touche 12 millions d'euros par an. C'est un grand entraîneur. Tout le monde il est évidemment reconnu dans le monde entier. Mais voilà, disons que du côté de l'Inter, il y a une sorte d'obligation de gagner le titre, alors que Milan, en soi, vise le top 4. La Ligue des Champions qu'elle n'a pas joué depuis 2014. Ouais. Donc voilà, c'est plus ça l'objectif déclaré du Milan. Écoute, on va prendre ligne par ligne. Alors, il y a le problème de gardien qu'il va falloir régler parce qu'Andanovic commence un peu à être sur le déclin. Un gardien que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que cette année, il commence un peu à être sur le déclin. Derrière, tu as une charnière quand même. Les trois derrière, Skriniar, Bastoni, Devra, ils sont très solides. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Bastoni. Probablement parce qu'elle est italien déjà et que j'ai envie de gagner l'Euro d'ici peu de temps. Mais c'est un joueur très beau, très élégant et qui me plaît beaucoup, qui est très jeune en plus. Mais évidemment, si je dégage 3, je dégage évidemment devant Lukaku. Parce que Lukaku, voilà, sans lui, avec lui, il y a une Inter totalement différente. On a vu que Milan pouvait se passer d'Ibra. Par contre, l'Inter sans Lukaku n'est pas la même Inter. Parce que tout le jeu quasiment passe par lui, dos au but, dans le pivot, dans les déviations. Elle est capitale pour le jeu de l'Inter. Donc voilà, il y a forcément Lukaku en premier. Ensuite, l'autre nom du moment, c'est Barella. Parce que Barella, aujourd'hui, est probablement l'un des meilleurs Milan en Italie. Alors, il est quasiment certain d'être sur le podium. Après, je laisse les internautes décider d'où. Mais disons que voilà, il est la Gazzetta dimanche dernier parlait du meilleur milieu d'Italie. Pour te dire, Romain, un peu le sentiment qui découle en Italie. Donc Barella, Lukaku. Et honnêtement, moi, j'ai un coup de cœur aussi pour Hakimi. Parce que voilà, alors c'est pas vraiment une surprise parce qu'on savait les qualités de l'ancien joueur de Dortmund qu'a lâché le Real un peu de manière, on va dire, surprenante parce que bon, le Real à droite n'a pas non plus masse de joueurs, mais c'est vrai que Hakimi aujourd'hui est l'ailier le plus décisif en Europe. Là, il y a une accélération évidemment qui est assez exceptionnelle. Donc voilà, si je devais tirer trois joueurs, c'est Lukaku, Barella, Hakimi. Mais c'est vrai que l'Inter est vraiment un collectif sur le papier qui est vraiment construit pour le titre, contrairement à Milan, qui officiellement joue le top 4. Après, les touches du Milan, qui voient Milan de premier depuis la 5e journée, il me semble, forcément se prennent au jeu et se disent bon, maintenant qu'on est là, autant y rester. Mais c'est vrai que sur le papier, en tout cas, l'Inter est construite pour ça. Écoute, pour ceux qui ont vu le match face à la Roma, on a un peu le résumé des dernières semaines de la Juve, où ils ont laissé clairement la possession à la Roma. Il y a eu beaucoup d'occasions côté Roma, mais à la fin, c'est eux qui gagnent 2-0. Évidemment, sur un but magnifique de Ronaldo, voilà, seul lui peut marquer ce genre de but. Et le deuxième qui vient d'une belle passée de Kulusevski. Mais c'est vrai qu'à la Juve aujourd'hui, on a l'impression, comme tu l'as dit, que la beauté est mise de côté pour un cynisme retrouvé. Parce que il y a eu quand même des moments un peu plus compliqués cette saison pour la Juve. On s'est posé des questions sur comment jouer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Pirlo a trouvé une espèce de 11. Il a mis le terrain, il commence à prendre forme. Et surtout, ce qui a quasiment tout changé, c'est le retour de Giorgio Chiellini. Alors moi, à vrai dire, j'aime beaucoup Chiellini, mais jamais, honnêtement, j'aurais pensé qu'il aurait pu revenir à un tel niveau après des blessures. Et pourtant, avec son retour, qui est assez exceptionnel honnêtement. On a vu une Juve beaucoup plus compacte, beaucoup plus solide, regroupée en 20 mètres dans les phases sans ballon. Donc aujourd'hui, la Juve a trouvé une espèce d'équilibre
qu'elle a envie de conserver. Elle n'a pas forcément envie de jouer toujours dans les 30 mètres adverses pour récupérer le ballon plus haut. Elle reste plus bas, elle attend. Le bloc est vachement compact et c'est vrai qu'aujourd'hui, la Juve, quand tu la vois samedi contre la Roma, c'est pas forcément une belle Juve. Elle pratique pas forcément le plus beau jeu en Italie, mais elle gagne. Elle se repose sur des individualités comme Ronaldo, comme Kulusevski, qui est toujours décisif quand il rentre, comme Morata. Alors là, qui est un peu blessé, mais qui reste quand même capital pour cette Juve. Il y a McKennie aussi qui est en train de faire son trou. Et comme je l'ai dit derrière, il y a un joueur comme Chiellini qui revient, Delict, qui affiche aussi un rendement assez impressionnant. Donc voilà, la Juve est beaucoup plus compacte, beaucoup plus solide. Peut-être le soin de la beauté en Italie. Pour te dire un peu, Romain, le sentiment qu'il a, c'est qu'on l'appelle la Juve d'Allegri. Voilà. Alors certains se demandent mais pourquoi avoir viré Allegri pour jouer le même jeu 2 ans plus tard. La réponse est simple, c'est que Allegri prenait un certain salaire. Pirlo en prend un autre. Entre-temps, il y a eu Maurizio Sarri. On sait que l'histoire, c'est pas très bien terminée. Et Kulusevski, c'est un super joueur. L'année dernière, il jouait à Parme. Il appartenait à l'Atalanta. Il faut le rappeler, l'Atalanta qui forme quand même un nombre de joueurs incalculable. Ouais. Kulusevski, honnêtement, c'est un pari alors qui a coûté cher à la Juve. C'est coûté autour de 35 millions d'euros. Donc, c'est un prix. Mais honnêtement, c'est un pari qui est presque pas risqué parce qu'on a vu quand même un joueur qui a des qualités exceptionnelles. On l'a vu aussi avec la Suède, sa sélection. Mais c'est vrai que quand il rentre, alors aujourd'hui, il est un peu moins titulaire. Mais en tout cas, Pirlo, j'ai l'impression qu'il a compris que Kulusevski est un joueur qui doit jouer près du but. C'est vrai que dans cette espèce de 3-4-1-2, on a un peu de mal à trouver la place de Kulusevski. Un coup, il était dans les 4 du milieu à droite. Voilà, c'était un peu compliqué. Et aujourd'hui, Kulusevski qui joue dans les 2 devant, qui joue plus près du but et décisif. On l'avait vu il y a quelques semaines contre l'AC Milan où il est rentré et tout de suite, il a amené de la percussion et il a été décisif. Mais c'est un joueur qui doit jouer près du but, qui a évidemment beaucoup de qualités techniques, qui a une grande rapidité, qui sait fixer son vis-à-vis, qui est encore jeune. Donc voilà, il est un peu le symbole de ce projet. On avait déjà parlé dans le précédent centre vidéo, ce projet rajeunissement de la Juve. Voilà, la Juve est un peu vieillissante. Andrea Agnelli avait dit l'année dernière, bon, maintenant il est temps de rajeunir cette équipe. Et Kulusevski en est un peu le symbole. C'est un jeune joueur à fort potentiel. Et la Juve, contrairement à d'autres clubs comme le LOSC, n'est pas obligée de revendre ses joueurs. Au contraire, elle les forme. Elle les polie un peu comme on polie un diamant. Aujourd'hui, Kulusevski est le futur de la Juve. Et ça fait pas grand doute. Écoute, tu le portes dans ton cœur, honnêtement, je le porte aussi dans le mien. Parce que c'est vraiment ce genre de joueur que j'aime beaucoup, c'est le numéro 6. On le disait tout à l'heure, qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. Parce que d'ailleurs, on voit souvent des doubles pivots dans certains clubs. Ouais. Mais c'est vrai que Brozovic est vraiment, j'ai envie de te dire, alors je vais piquer cette métaphore au grand Arrigo Sacchi, mais c'est un peu le chef d'orchestre de la symphonie de l'Inter. C'est-à-dire que tout passe par lui. C'est lui qui dicte la musique, qui dicte le tempo. Tous les ballons, tous les sorties de balles passent quasiment par lui. C'est lui qui décide quand accélérer le jeu, quand le ralentir. Voilà, c'est vraiment la plaque tournante de l'Inter depuis quelques années maintenant. Hein. Il n'est pas arrivé il y a un an, Brozovic. Donc, il a connu aussi les années galères de l'Inter. Et aujourd'hui, c'est vraiment un joueur exceptionnel. Voilà. Et tu l'as peut-être dit, on n'en parle pas assez. Alors, c'est pas une question peut-être de sous-côté, mais disons qu'il a un travail un peu plus de l'ombre. Voilà, c'est vraiment le chef d'orchestre qui a la baguette et qui dicte quand l'Inter doit accélérer, quand elle doit ralentir. Voilà, c'est un joueur formidable. C'est ce genre de numéro 6 qu'on adore tous. Nous qui sommes un peu plus vieux que probablement que certains des internautes. Mais voilà, c'est un joueur exceptionnel, magnifique. Et comme je t'ai dit, c'est vraiment le chef d'orchestre de la symphonie de l'Inter. Écoute, il y a eu des rumeurs avec quelques temps avec le PSG notamment. Alors le PSG est associé à beaucoup de rumeurs, oui, c'est pas une grande nouvelle. Même à moi, des fois si on écoute la presse, je vais signer là-bas. Mais a priori non. Mais disons que Brozovic est un joueur forcément courtisé. Mais aujourd'hui, il est quand même très bien à l'Inter. L'Inter est forcément satisfait de son rendement. C'est un joueur tellement intelligent et tellement fort que moi je le vois encore rester à l'Inter. Après, tu sais, si l'Inter ne gagne pas le titre, si Conte s'en va, on sait qu'aujourd'hui, l'Inter a probablement changé de propriétaire. Il y a une situation économique qui est très difficile à l'Inter. Le club est officieusement, voire officiellement en vente. Ouais. Donc, voilà, il y a quand même plusieurs facteurs à prendre en compte. Donc voilà, c'est une situation à surveiller. Dans l'absolu, je te dirais que je le vois encore rester à l'Inter, même si lui aussi commence à avancer un peu dans l'âge. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même un contexte global à l'Inter qui est très difficile. Conte l'a dit, Marotta l'a dit, c'est quelque chose qui est notoire. Donc voilà, ça peut se répercuter aussi sur certains dossiers, si certaines offres arrivent. Et là, comme je te l'ai dit, Brozovic avance dans l'âge, donc
il n'aura pas des offres à 50 millions d'euros demain. Mais en tout cas, c'est comme tu l'as dit, voilà, c'est un joueur exceptionnel et qui méritait d'avoir l'espace de 5 minutes, d'avoir un peu la lumière sur lui. Formidable. Bah, merci pour lui. Je suis son ambassadeur officiel. Très clair. Bah, j'invite nos différents viewers à nous donner leur avis concernant ce fabuleux joueur. Qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-lui une note. Donnez-nous, selon vous, ses points forts, ses points faibles. Où est-ce que vous le verriez? Peut-être dans un autre championnat. La rubrique des commentaires vous attend. Écoute, c'est quelque chose qui est simple à décrypter. C'est qu'il y a quelques mois, la Lazio jouait avec des champions. Et d'ailleurs, elle va la rejouer parce qu'elle s'est qualifiée pour les huitièmes. Ouais. Mais quand la Ligue des Champions n'a plus été là, quand la phase de groupe s'est terminée, la Lazio, qui a un effectif quand même restreint, voilà, elle n'a pas une profondeur de banc exceptionnelle. Elle a récupéré des forces. Avec un match toutes les semaines, voilà, elle a su récupérer des joueurs blessés. Il y a eu quand même plusieurs cas de Covid aussi à la Lazio. C'est vrai que voilà, ce temps de repos majeur a fait que la Lazio a commencé à carburer et on revoit clairement la Lazio de la saison dernière, pré-confinement, où elle était clairement en duel avec la Juve. Et entre nous, je pense que s'il n'y avait pas eu le confinement, et c'est un peu ce que tout le monde se dit en Italie, s'il n'y avait pas eu le confinement, ce fameux lockdown en Italie, moi je ne sais pas si la Lazio n'aurait pas réussi vraiment à titiller la Juve, parce que cette Lazio-là, à l'époque, et d'ailleurs encore aujourd'hui, était programmée pour un match par semaine. À l'époque, elle avait été éliminée d'Europa League. Entre-temps, il y avait eu le fameux Covid-19, le confinement, et du coup, après, le rythme s'est enchaîné, et la Lazio n'était pas préparée du tout à ça. Et c'est vrai que quand il y a un match tous les 3 jours, la Lazio a un peu plus de mal. Aujourd'hui, il y avait un match toutes les semaines. Alors voilà, il va y avoir moins parce qu'avec des champions, on revient. Mais c'est vrai que ce temps de repos majeur a fait que la Lazio est revenue. Tu l'as dit, les victoires s'enchaînent. Elle a recollé au wagon qui semblait un peu perdu pour l'équipe de Simone Inzaghi. Simone Inzaghi, d'ailleurs, on pourra en reparler dans les prochaines vidéos, qui est un entraîneur fabuleux, qui s'est formé tout seul à Lazio, qui fait pratiquer un jeu magnifique à son équipe. Et voilà, il y a évidemment dans cette Lazio-là des individualités qui, quand elles se réveillent, portent tout un club. Je pense évidemment à Ciro Immobile, qui marque toujours but sur but, à Sergej Milinkovic-Savic, qui est probablement aussi un des meilleurs milieux en Italie depuis plusieurs saisons maintenant. Il y a des surprises, comme Akpag Pro, un joueur de Toulouse. Voilà, on ne le pensait pas à ce niveau-là. Il est arrivé, la Salernitana, même club que Claudio Lotito, le président de la Lazio. Voilà, il fait ses preuves en tant que remplaçant. Voilà, c'est vraiment une conjoncture qui a fait que la Lazio aujourd'hui revient en forme. Alors ouais, il y a cette confrontation face au Bayern. Donc voilà, c'est possible aussi que la Lazio reperde des forces. Et du coup, en championnat, voilà, elle repart quelques points, mais disons qu'elle a su recoller au wagon. Et ce dimanche, il y a un Inter-Lazio, pardon, qui s'annonce assez fabuleux. Donc, si la Lazio bat l'Inter ce week-end, on dira qu'elle a clairement, elle est dans le wagon avec des champions, et pourquoi pas plus, parce que si tu bats l'Inter et tu as battu la Roma il y a 2 semaines dans le derby 3-0, pourquoi pas, voire plus pour la Lazio. D'accord. Alors, on peut imaginer que contre le Bayern, l'aventure européenne s'arrête là. On ne leur souhaite évidemment pas. S'il y a des Laziales qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire en commentaire de 0 à 10, à combien estimez-vous les chances de la Lazio contre le Bayern? Pour quelque part, ils jouent les 2 matchs et après ils retombent sur un rythme un peu plus lié à leur profondeur de banc. Écoute, oui, alors je ne vais pas citer les mêmes parce que je ne vais pas citer Immobile et Nicolas, on va les mettre à part. Je vais citer Luis Alberto, qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Et moi, c'est le genre de joueur élégant qui me font penser un peu à l'époque d'Eric Costa, des joueurs comme ça, qui nous ont fait aimer le football. Et Luis Alberto est vraiment un joueur qui te fait aimer le football par sa classe, son élégance et son intelligence de jeu. Donc Luis Alberto déjà, et un joueur que peut-être en France on connaît moins et dont on parle moins, qui est moins flamboyant, c'est Acerbi. Acerbi qui fait son trou, qui a été malade il y a quelques années, qui a vraiment une carrière particulière. Il a été à Milan aussi, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, il est très solide avec la Lazio depuis plusieurs saisons. C'est vraiment le patron derrière. Il est solide avec la nationale parce qu'avec la sélection italienne, aujourd'hui, c'est clairement un titulaire. Et il sera probablement à l'Euro sur Cataclysme. Et je touche du bois parce que j'ai envie de gagner l'Euro 2021. Donc voilà, je vais toucher du bois. Mais voilà, pour faire global, pour faire un peu résumé, je te retire Luis Alberto, Acerbi, Milinkovic-Savic, Immobile, parce que c'est vraiment les 4 ligne par ligne qui font que la Lazio aujourd'hui est probablement la Lazio qui est flamboyante. Après, comme je t'ai dit, il y a un Lazio Inter qui arrive. Si la Lazio gagne, honnêtement, on peut ouvrir les portes peut-être à plus.
Et après, écoute, je vais répondre à ta question sur le Bayern. Je vais devancer les internautes. Ils vont me dire s'ils sont d'accord avec moi. Moi, sur une échelle de 1 à 10, alors je n'aurais pas plus de 5 parce qu'après, je vais faire taper dessus par les supporters du Bayern. Mais je vais donner quand même un 4 à la Lazio parce que si c'est cette Lazio-là, si elle joue comme elle joue aujourd'hui et si Simone Inzaghi parvient à contrer les forces du Bayern, écoute, j'ai envie de dire pourquoi pas. Entre-temps, j'espère qu'il n'y aura pas de blessés parce qu'on sait que cette Lazio, comme je le disais, n'a pas de profondeur devant. Mais en tout cas, voilà, pour moi, elle a ses chances. Alors évidemment, le Bayern est favori sur le papier, mais attention quand même. Voilà, je mettrais une petite pièce sur la Lazio si je devais. D'accord, 4 sur 10, ça veut dire qu'ils ne sont pas prêts de prendre 8-0. C'est déjà, pas mal. Non, j'espère pas pour les Laziali, mais en tout cas, je pense qu'il y a peut-être, comme il disait dans les bronzés, sur un malentendu. Ça peut marcher. C'est un malentendu qui doit durer 180 minutes, mais sait-on jamais. Sait-on jamais, ça peut le faire. On leur souhaite en tout cas, à nos amis Laziali. Bien sûr, en tout cas, une confrontation acharnée et palpitante. Voilà, déjà qu'il n'y a pas de public, si on peut quand même avoir des matchs à suspense, mais tu sais, si tu prends pas de but au match aller, que tu arrives à Munich avec la possibilité de marquer un but, de faire un petit 1 partout, voilà, on sait que, comme tu as dit, c'est 80 minutes, c'est pas un match save, donc voilà, il y a peut-être moins d'opportunités d'avoir un malentendu, comme on disait. Mais en tout cas, voilà, sur le papier, la Lazio est pas favorite, mais pour moi, elle a quand même une carte à jouer. Écoute, super. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous connaissez la sérénade concernant cette vidéo. Merci beaucoup, Guillaume, pour tes éclairages. Je te dis à très vite. Merci beaucoup.